Chapitre 4. La bête du Vaccarès. Petit cutéreux, bavure du Rhône, Simon le navet, je vais te tuer. Non, mieux, je vais t'attacher et te laisser à la traîne du bateau comme une viande avariée que les poissons viendront piter. Et si tu survis, si te poussent des branchies pour respirer dans l'eau, je te vendrai comme l'homme poisson à des montreurs d'ours tziganes. Oublions Plussier. Tu sais qu'ils aiment rôtir la chair des jeunes hommes délicats? Tu le sais ça? Hein? Tu le sais? À chaque menace, à chaque imprécation, j'avais l'impression que la tête de Nimbus grossissait, jusqu'à n'être plus qu'une mâchoire gigantesque qui m'aboyait dessus. J'oscillais entre la terreur et le rire à cause de cette incisive manquante qui le faisait postillonner abondamment et rendant le tout grotesque. Parvenu aux limites de mon imagination en termes de cruauté, Nimbus reprit son souffle, les yeux exorbités, rouges comme ceux d'une bête démoniaque. Lilian, présent avec moi dans la cabine du patron, me faisait comprendre par de petites mimiques qu'il fallait laisser passer l'orage. Patron, j'ai justement une idée pour rattraper notre retard. Il n'eut pas le temps d'exprimer son idée que Nimbus, toujours furieux, le coupa, écumant de rage. Une idée? Ah, une idée! Manquait plus que ça, bande d'ignards! Et c'est quoi ton idée, hein? Attacher tout le convoi aux fesses de Simon? C'est ça ton idée? Mais qu'ai-je donc fait à Saint-Nicolas pour mériter pareil équipage? Patron, s'il vous plaît, nous avons trop de retard pour faire escale au Salin, c'est certain. Laissez-nous une barque et nous accosterons chez le vieux Prat pour réunir les 2 cargaisons de sel. De là, nous godillerons dans les marais pour rejoindre le convoi sur le Rhône à la remonte. Je crois plutôt que je vais vous laisser chez le vieux Prat. Ça sera ma vengeance. J'ai toujours eu une dent contre ce vieil avare. Éructa Nimbus, découvrant sa bouche édentée, ses yeux roulés en tous sens. Lilian ne se contint plus. Il s'abandonna hilar au Caucase de la Seine. Le patron en eut la chique coupée. Il nous regardait tour à tour, hébété, reprenant ses esprits. Bon, ça suffit. L'idée n'est pas idiote. On va faire comme tu dis, mais je ne veux plus vous voir jusqu'à la remonte. Hein. C'est bien compris? La halte en Arles fut brève et harassante comme à Villeneuve et Avignon, et comme tous les ports dans ce métier. En effet, il fallut cette fois débarquer une partie du chargement de soie qui évidemment était stocké en fond de cale, derrière les jarres et le vin qu'il fallut sortir. Cela permit de repartir avant que la nuit ne descende sur le Rhône. J'aurais aimé prendre le temps de connaître cette cité à ce point chargée d'histoire romaine. Le curé de Pont nous avait lu, lors du catéchisme, le seul livre d'histoire de l'Église qui traitait des débuts de la chrétienté et de la cité d'Arles pour ses thermes, le forum, l'amphithéâtre, la nécropole des Alicants ou encore l'obélisque. À l'époque, tout s'en mêlait dans mon esprit de petite fille, ayant peu d'instruction, mais aujourd'hui, cela me faisait rêver de les découvrir avec Lilian, en général romain victorieux. L'occasion se présenterait sûrement si ma vocation de marinier se confirmait. Nous arrivions bientôt au terme de la décide, et malgré de nombreux retards, nous étions encore dans les temps pour que l'Audax Fortunatis débarque aux Saintes sa marchandise dans les cales de navires, en partance pour l'Orient et même l'Asie, dont je n'avais d'ailleurs qu'une vague idée, car là s'arrêtaient mes maigres connaissances du vaste monde. Une ambiance légère et joyeuse régnait parmi les mariniers. Les charretiers riaient et chantaient plus fort encore que les autres. Certainement que c'était dans leur nature, mais ils savaient aussi qu'à partir de demain, ce serait à eux, ainsi qu'aux chevaux, de produire le plus gros de l'effort pour aller. Ils profitaient donc de leur dernière nuit de tranquillité. Par chance pour l'équipage de l'Audax Fortunatis, la lune basse et lumineuse éclairait si bien que la navigation ne poserait pas de problème jusqu'aux Saintes. À hauteur d'Albaron, on nous détacha une carate,
Ces grandes barques à fond plat qui servaient à transporter la marchandise sur de petites distances. Et à vide, nous godillâmes aisément à travers le marais jusque chez le vieux Prat. Pour moi qui ne connaissais pas la Camargue, c'était un réel enchantement de l'aborder ainsi en barque au clair de lune. La brise courait entre les tamaris, les rizières et les marais qui semblaient s'étendre à perte de vue. La terre de Camargue si plate embrassait le ciel d'où que l'on soit. C'était un tel spectacle dans cette nuit lumineuse que j'en fus émue aux larmes. Sans même m'en apercevoir, j'ai pris la main de Lilian dans la mienne. Il n'y avait malheureusement pas de temps à perdre. Le vieux Prat n'apprécierait sans doute pas d'être réveillé au beau milieu de la nuit. Qui sait comment il allait nous accueillir? Si d'après Lilian, la plupart des gardiens habitaient dans des cabanes rudimentaires, ce n'était pas le cas du vieux Prat, certainement plus riche que ses collègues. C'était un véritable petit mât, avec ses murs couverts de chaux blanches et à la toiture de chaume épaisse. Nous fûmes soulagés d'apercevoir par une fenêtre la lumière des bougies. Nous accostâmes devant la maison et après avoir fixé une simple amarre à la carate, Lilian appela le vieux Prat. Loin d'être hostile, et pas si vieux que ça, Prat nous offrit immédiatement de partager avec lui un verre de l'amitié. Il connaissait très bien Nimbus et semblait ravi d'avoir de la visite. Après quelques verres de l'amitié et petites histoires locales, il nous indiqua le chemin pour rejoindre à 2 lieues de là la cabane qui servait d'entrepôt au sac de sel et nous servirait également si besoin d'abri pour la nuit. Enfin, il nous proposa sa charrette pour aller chercher la cargaison. « Pourquoi l'appelle-t-on le vieux ?» demandai-je à Lilian quand nous fûmes sortis de chez lui. « Il ne paraît pas si âgé. » Je me pose la même question. Il semble vivre seul, alors peut-être est-ce pour ça. Prat, le vieux garçon. Nous partîmes de nouveau. Je glissais mes doigts entre les siens et les serrais un peu plus fort que la première fois. En réponse, il m'adressa un sourire que je ne sus déchiffrer. « Oh, regarde, Lilian, ces drôles de plantes !» Sur le bord du chemin, le sol était jonché de petites plantes très charnues, ressemblant à de minuscules arbustes formés d'épis. C'est de la salicorne. Elle peut avoir de multiples emplois, pour le savon ou le verre, mais elle est aussi très bonne simplement cuite à l'eau. Nous pourrons en manger demain si tu veux. Tu crois que nous aurons le temps de tout faire avant le passage du convoi ? Oh, tu sais, la remonte ne s'organise pas comme ça. Ça prendra la matinée rien que pour se mettre en ordre de marche. Il y a toutes les coubles à atteler, les câbles à tirer, et puis ce n'est pas la même allure qu'à la décise. Ils mettront bien une 10aine d'heures avant de repasser par ici. Contrairement à la maison du vieux Prat, la cabane de gardien où nous devions passer la nuit était aussi ravissante que simple. Elle était entièrement faite de roseaux, recouverts de javel posés sur les lattes. La partie exposée au Mistral se présentait en abside, afin de ne pas offrir trop de résistance au vent. Je laissai Lilian attacher seul les chevaux à un poteau, car il fallait que les brides soient bien attachées. L'intérieur était à l'image de l'extérieur, sommaire mais charmant. Sur le sol de terre, une table, 2 bancs et quelques étagères. Un tissu lourd séparait la pièce à vivre de la petite chambre au fond. Une caisse en bois et un grand sac d'herbes sèches faisaient office de lit. Alors que je disposais sur la table le pain et le fromage dont nous allions faire notre repas, j'eus cette vision idyllique du couple que nous pourrions former Lilian et moi. Nous imaginer, vivant chichement, mais comblés par la nature dans une terre aussi belle et accueillante me remplissait le cœur d'espoir. Après le repas, je lui proposai d'aller contempler les étoiles quelques instants avant de nous coucher, mais il refusa, arguant de la journée qui nous attendait et du repos dont j'avais grandement besoin. Lilian étendit une peau de vache par terre à côté de la table et en fit sa couche, me faisant galamment prendre possession de la couche derrière le rideau. Quelques minutes à peine après m'être allongée, les ronflements sonores de Lilian envahirent l'espace. Heureusement, mon corps réclamait aussi sa part de sommeil et je sombrai tout aussi rapidement. Ce fut un hennissement qui m'arracha violemment à mes songes.
J'entendis les chevaux expirer très fort et leurs sabots frappaient le sol comme s'ils trépignaient. Lilian ne ronflait plus, sans doute lui aussi réveillé par le vacarme. Un vent tournoyant vrombrissait dans l'air, frappant les murs de la cabane et faisant chuinter les roseaux. Mon cœur s'emballait. « Lilian ? Lilian ?» D'une façon un peu puérile, j'appelais Lilian depuis ma chambre. Aucune réponse. Je recommençais. Là encore, le son de ma voix retomba sans écho. Peut-être dormait-il encore. Je tirai le rideau et découvris ce que je redoutais. La peau de vache étendue au sol était vide. La porte de la cabane était fermée. De nouveau, un cheval affolé poussa un cri inquiétant. L'instant d'après, silence. Un silence simplement troublé par le ululement fantomatique du vent. Sans réfléchir, par réflexe, j'appelais encore. « Lilian ? Lilian ?» J'imaginais des choses horribles. Il fallait que j'en aie le cœur net. J'entr'ouvris la porte de la cabane en m'attendant au pire. Face à moi, je ne vis que la nuit et la végétation ployée par le vent. Mais mon champ de vision était restreint. Je fis un pas à l'extérieur, la main tenant fermement le loquet de la porte. Un frisson me traversa, de l'échine à la pointe des doigts. Dans ma gauche, j'aperçus la silhouette des chevaux dans l'obscurité. L'un était ventre au sol, statique, tête encore dressée. L'autre, également immobile, mais toujours sur ses pattes, semblait me fixer. Une silhouette semblait se cacher derrière sa croupe. « Lilian ! Lilian, c'est toi ?» La forme se releva, massive, la tête ornée de longues cornes sans savoir s'il s'agissait d'une bête ou d'un être humain difforme. Dans le contre-jour de la lune, je ne discernais rien d'un éventuel visage. L'être resta figé quelques secondes en ma présence, puis il glissa derrière la maison hors de ma vue. Par un courage que je ne m'explique toujours pas aujourd'hui, j'avançai très prudemment en direction des chevaux. Ni l'un, ni l'autre n'avait esquissé le moindre mouvement, pas même d'une oreille. Je m'écartai du mur de quelques pas afin d'avoir une meilleure évaluation de la situation. Les bêtes respiraient, c'était la seule manifestation de leur existence. Le cœur prêt à exploser, mon corps entièrement pris de tremblements, je passai devant le premier cheval, toujours sans réaction, le contournai, puis arrivai à hauteur du second. Les yeux me suivaient. J'ai l'impression de lire énormément d'angoisse dans son regard. Pour le rassurer, je caressai doucement sa croupe. Mes doigts s'arrêtèrent sur une cavité poisseuse et chaude. Ma main était maculée de sang. La croupe de ce cheval avait été dévorée. De la chair pendait, déchiquetée en lambeaux. Son sang coulait jusqu'à terre. Mais il y avait autre chose qui puait, d'âcre et puissant mêlé à l'hémoglobine. Quelque chose d'animal, comme le fort Roland d'un bouc. Je tournai la tête dans la direction où avait fui la créature. Elle était là, à seulement 5 mètres de moi, dans une posture voûtée, jambes arquées et bras ballants. L'effluve animal me prit à la gorge, porté vers moi par une brise d'air. La créature pencha la tête de côté, comme font parfois les chiens en signe d'incompréhension. « Va-t'en !» hurlai-je avec une assurance et une témérité insoupçonnées. Gémit la créature d'une voix rauque. « Va-t'en !» criai-je encore une fois. Indifférente à mes ordres, la bête fit 2 pas de plus vers moi, très lentement. Sous ses longues cornes, son visage s'éclaira à la pâle lueur de la lune. C'était un visage aux traits humains mais monstrueux, dont le bas était recouvert de sang. Il répéta et ajouta d'un ton encore plus plaintif, presque désespéré. Seul. De plus en plus paniqué, je me raccrochai au seul secours possible. « Lilian ! Lilian !» La bête pencha de nouveau la tête et finit par affirmer d'une voix rauque et caverneuse. «
Celui que tu appelles Lilian ne viendra pas. As-tu fait de lui espèce de monstre? Il est parti. Il reviendra. J'ai faim. Je suis seul. Reste. D'une manière inexplicable, cette créature me faisait pitié. Sa maigreur au flanc était épouvantable. Je voulais bien croire qu'elle mourrait de faim. Je lui promis un morceau de fromage si elle attendait un instant. Quand je revins, elle n'avait pas bougé d'un pouce. Malgré la peur, je m'approchai d'elle en tendant le fromage. Droit devant moi. Son torse était celui d'un homme noueux et musclé. Ses jambes, par contre, étaient animales, poilues et prolongées par des sabots fendus. Elle attrapa vivement le fromage et l'engloutit d'une seule bouchée. De son autre main, elle saisit mon bras. Ne me laisse pas. La faim n'est pas le pire de mes tourments. La solitude. Sa force était impressionnante. Maintenant que j'étais collée à elle, son odeur m'asphyxiait. Elle répéta. Je suis seul. Toujours. Qu'est-ce que vous voulez? Je venais de la vouvoyer, sans même y réfléchir. Je crois que sa proximité, cette quasi-intimité me troublait beaucoup. Le vouvoiement était le seul et unique rempart que j'étais capable de dresser entre elle et moi. À ma question, son regard noir et profond se couvrit d'un voile. Ne pars pas. Je suis seul. En disant cela, la bête relâcha mon bras comme résignée. Une incroyable mélancolie se dégageait de sa personne. Ne me laisse pas. Suis-moi. Il me tourna le dos et marcha dans la nuit. Je discernais qu'il n'était pas une menace pour moi. Je pouvais le laisser partir, mais pas oublier l'immense tristesse de son regard. Il semblait se diriger vers un marais entouré de roseaux non loin. Je le suivis sans comprendre vraiment ce que je faisais. Nous n'échangeâmes pas un mot alors que nous marchions côte à côte. Parfois il s'arrêtait, levait les yeux au ciel, fixait la lune et les étoiles, puis changeait de direction. Après une marche de plusieurs dizaines de minutes, nous arrivâmes face au grand étang du Vaccarès. Il dit simplement « Je vis ici, seul. » L'étang, plus vaste que je n'avais jamais vu, se confondait avec le ciel, une mer, un océan devant moi, peuplé de 1000 oiseaux, grenouilles et plantes diverses. Je ne savais pas qu'un si bel endroit existait sur terre. Un rapace arracha une proie à la surface de l'étang et prit son essor. J'imaginais l'existence terriblement solitaire de mon hôte. Dans cette terre magnifique mais isolée, les larmes me montèrent aux yeux. Puis je me sentis soudain très faible. Une bouffée de chaleur m'envahit. Je crus défaillir. La bête le remarqua et tendit son bras vers moi. Je pus m'asseoir sur la grève. Autour de nous, il y avait encore ce parterre de plantes biscornues que Lilian appelait salicornes. Je me souvins de la raison principale de notre halte en Camargue et décidai de questionner la bête à ce sujet. Il paraît que pousse ici une algue très rare, une algue qui purifie les eaux. Connais-tu cette plante? Il bondit vers le bord de l'étang pour se débarbouiller le visage du sang du cheval. Il retourna vers moi, m'adressa un sourire, le premier que je vis sur ce visage désolé. D'un bond, il fut déjà sur une roche à plusieurs mètres de là. Accroupi, je le vis plonger ses bras poilus dans l'eau. Un autre bond, et le revoici face à moi, les mains chargées d'algues argentées. Il en déposa 2 guirlandes ruisselantes à mes pieds. C'est celle-là.
Et il suffit de disperser cette algue dans un cours d'eau pour le purifier. Si tu la mélanges à... À quoi? Dis-le-moi. Je veux sauver le Rhône. Tes eaux sont malades. Dans peu de temps, le mal se sera étendu au Vaccarès et tu perdras ton territoire magnifique, crois-moi. La salicorne. Brûle-la d'abord, puis mélange-la à ces algues. Je crus voir briller au coin de ses yeux les prémices d'une larme. Il leva une main et d'un geste embrassa toute la lagune. Mais qu'importe ces merveilles, cet étang, si je reste seul. Sur ces dernières paroles, un sourire bestial mais rayonnant de joie illumina sa face, d'habitude rabougrie par le malheur. Mais tu es là maintenant. Un monde nouveau s'ouvrait à lui. Que pouvais-je répondre à ça? Lui dire que j'allais m'enfuir? Le laisser à son destin de solitude désespérée? Je fus touchée en plein cœur par son malheur. Il était désormais tout près de moi, et je constatais que son odeur musquée, si forte, si étouffante, ne me dérangeait plus. Je m'y étais habituée. Peut-être même qu'elle ne me déplaisait plus. Bizarrement, sa condition et sa souffrance infinie me touchaient. Je le comprenais. Moi aussi, je m'étais longtemps sentie seule au monde, étrangère, incongrue, différente des autres et sans horizon. Mais maintenant, j'avais Lilian, et même s'il ne m'avait donné aucune preuve d'amour, quelque chose me liait au monde et aux êtres humains. Lui n'avait rien de tout ça. Il souffrait atrocement de sa solitude de monstre, rejeté de tous. J'aurais voulu demander où exactement était Lilian, ce qu'il en avait fait, mais je craignis autant sa colère que sa jalousie. Reste avec moi pour toujours. Ici, tu seras reine. Tu auras ce décor chaque jour. Regarde les blés cambrés sous le mistral, les frondaisons lascives, les rivières sinueuses, chantantes, les cieux brûlants d'étoiles. Tu seras l'aurore humide, au soleil blanc et la plus belle assoupie de mes nuits dans le royaume immense de la Camargue. Il dit cela en regardant au loin, comme pour s'adresser à la nature, comme s'il lui commandait. J'étais émue. Je m'allongeais, le regard dans le vague et perdu dans le ciel. Mes forces m'avaient quittée. J'étais totalement envoûtée par le sortilège de ses mots. La bête se retourna, et je vis dans ses yeux qu'elle espérait un début d'acquiescement, de bienveillance de ma part. Je m'entendis lui dire, dans un murmure au-delà de ma volonté, « Oui, je reste avec toi. » Alors que la bête à présent penchée sur moi scrutait mon âme de ses yeux sombres et enflammés, je sentis mon abandon grandir, tandis que peu à peu, la présence m'englobait. Son odeur surtout, au début si envahissante de puanteur, se mélangeait à présent à mon être, irriguait mes narines, ma bouche. J'avais l'impression de faire corps avec la Camargue et la bête exactement comme il me l'avait fait entrevoir par ses paroles. Cette situation irréelle m'échappait. Ses yeux se firent brûlants, son souffle envahissait ma bouche. Je me laissais aller à son étreinte envoûtante. Je me perdis connaissance. Silmé, réveille-toi. Je t'ai cherché pendant 2 heures. Qu'est-ce qu'il t'est arrivé? Tu as vu ton état? J'ouvris les yeux. Je ne comprenais pas grand-chose. J'avais très froid, mes vêtements déchirés étaient trempés et empestaient la vase, ou quelque chose d'écœurant en tout cas. Et je ne reconnaissais rien de l'endroit où je me trouvais. Lilian posa sa main sur mon front et déclara «
Tu as de la fièvre. Il m'expliqua que nos chevaux avaient été attaqués pendant qu'il était parti à ma recherche en pleine nuit. Les événements me revenaient peu à peu en mémoire. Mais pourquoi était-il parti à ma recherche alors que j'étais dans la cabane, seule ? J'étais tellement confuse que je ne préférais pas relever sur le moment. Silmé, Les joues de Lilian étaient écarlates. Il désignait d'une main l'état de mon accoutrement en piteux état. Mon pantalon était déchiré, ainsi que ma chemisette sous laquelle le bandage avait disparu. J'étais intégralement nue dessous. Ne sachant quoi dire pour me sortir de cet embarras, je pris les 2 mains de Lilian et les plaquai contre mes seins pendant que je lançais ma bouche contre la sienne. Après ce baiser inopiné, il s'écarta doucement, me fixant d'une manière que je ne sus déchiffrer et reculant, déclara. c'est étrange. Une odeur bizarre imprègne ton corps et tes vêtements. Il détourna le regard pendant que j'essayais tant bien que mal de remettre de l'ordre dans ma tenue. Il ne faut pas traîner. Je dois réunir 3 chargements différents de sel. Et ensuite, nous devons trouver cette algue. Avec tous les marais ici, ça ne sera pas une mince affaire. La salicorne, le mélange avec les algues, tout me revint. Lilian avait aussi été victime d'une illusion créée par la bête du Vaccarès. Cela expliquait qu'il croyait m'entendre l'appeler à l'extérieur alors que je dormais encore. J'expliquai alors à Lilian que j'étais venue ici, dans la nuit, guidée par une sorte de voix, et que je savais maintenant où trouver l'algue et comment m'en servir. Alors des voix te parlent en rêve, et tu te réveilles à demi nue, perdue dans la nature. Tu es quand même une fille sacrément bizarre. Mon destin devait être de passer pour une folle. Lilian continua. Ce n'est d'ailleurs pas la seule chose bizarre. Un de nos chevaux s'est littéralement fait croquer vivant. Il a une plaie grosse comme ma main sur la croupe. Je ne pouvais pas lui raconter les choses à moitié. Soit je lui disais tout, soit je ne lui disais rien. Je pris de nouveau les mains de Lilian et me collai contre lui. Une grande plaie ? Ce n'est pas trop grave alors. Il a dû être mordu par un gros chien. Je l'embrassai encore une fois, plus tendrement. Je l'embrassai comme j'avais toujours imaginé embrasser l'homme que j'aimerais. Notre baiser fut cependant interrompu par le bruit de feuillage à proximité et de grognements rageurs où se mêlaient des sanglots. Une ombre s'enfuit prestement et disparut dans les hautes herbes sans que nous puissions l'identifier. Seule une odeur animale parvint à nos narines. Lilian, de dos, ne s'en inquiéta pas outre mesure, pensant à un sanglier. Mais moi, confuse, je baissai les yeux, car cette odeur faisait remonter des émotions troubles et irréelles. Pendant que Lilian rencontrait les propriétaires des marais salants, je restais sur place Il a dû et être mordu cueillis par un gros le chien. plus de salicorne possible. J'en amassai un monticule plus haut que moi, à force d'aller-retour. C'était une véritable razzia, mais pour la bonne cause. Je veillais à ne pas trop m'éloigner de la cabane pour y revenir et m'y enfermer au cas où. Bien qu'au fond de moi, je n'arrivais plus à craindre cette créature si malheureuse. Je devais me méfier de mes émotions. J'en étais persuadée maintenant. La bête avait voulu s'unir à moi, comme l'attestaient les griffures dans mon dos. Je frissonnais de dégoût et de terreur. Je préférais donc attendre le retour de Lilian pour me rendre à l'étang. Avant de partir, Lilian m'apprit à différencier 2 types de salicorne, celle qui est comestible, beaucoup plus petite, et l'autre, bien plus haute, dont on tirait la soude. C'était cette seconde espèce qu'il fallait réduire en cendres, et je cueillis aussi celle qu'on nomme haricots de mer pour agrémenter notre repas. Le vent qui avait fouetté la Camargue toute la nuit s'était peu à peu assagi, mais le ciel se couvrait de nuages de plus en plus sombres quand le regard se portait vers la mer. Vers midi, Lilian revint avec la charrette tirée par le pauvre cheval blessé que Lilian avait pansé sommairement avec de l'argile et de la paille sur la plaie.
Il ramenait les 3 cargaisons de sel devant la cabane du gardien. Cela représentait 7 gros sacs et plusieurs dizaines de kilos. La pluie devenait une menace réelle. Sans compromettre l'intégralité du chargement, une forte pluie dissoudrait une partie de sel et serait donc un grand manque à gagner pour Nimbus et une grosse colère en prévision, oubliant que nous n'étions pas responsables du temps. Nous ne pouvions que protéger les sacs dans des caisses recouvertes de toile et prier pour que l'orage qui se profilait ne fût ni trop fort ni trop persistant. Nous ramassâmes des bois secs et des brindilles pour enflammer un brasier dans lequel nous jetâmes des algues. Nous regardâmes silencieux, main dans la main, le brasier prendre et nous réchauffer le corps. J'apportai nos maigres victuailles pour le déjeuner, du lard séché et confectionné dans un pot de zinc une sorte de salade faite avec des haricots de mer. C'était plutôt salé, mais changé de notre ordinaire. Pendant que nous mangions près du brasier, les plantes se consumaient en dégageant une fumée odorante et enivrante. Ça ne faisait, au final, pas tant de cendres que ça. Je n'avais aucune idée de la quantité totale qui était nécessaire pour amorcer la purification des eaux. Mais il en fallait sûrement beaucoup, le plus possible. Je suis inquiet avec ce temps. Déclara Lilian après avoir longuement observé le ciel. Il réfléchit et reprit. Ça nous laisse plusieurs heures pour la moisson d'algues et de salicornes avant l'arrivée du convoi. Mais j'ai besoin de faire une sieste. Cette nuit m'a exténué. Je vais dormir devant la cabane. Réveille-moi dans 1 heure, s'il te plaît. En une petite heure, je réussis à remplir un autre sac que je mis directement dans le foyer dont les braises étaient encore rouges. Lilian dormait comme un bébé, un chapeau de paille sur le visage. Quelques très fines gouttes de pluie commencèrent à tomber, mais rien d'alarmant. La fatigue me submergea également. Je décidai de m'allonger quelques minutes à côté de lui avant de le réveiller. Je ne pus interdire à mes doigts d'aller serrer les siens. Il retira sa main et la laissa filer le long de mes hanches. Elle s'insinua ensuite sous ma chemise, directement sur ma peau. Ce contact me fit frémir comme jamais je n'avais frémi. Son bras fit ensuite le tour de mon ventre et vint saisir ma cuisse. La pluie humidifiait maintenant mes vêtements. Sa bouche se posa sur mes lèvres. Ce baiser avait un goût comparable à aucun des 2 autres que nous avions échangés, ou plutôt que je lui avais volé. Une seconde, je crus discerner une forme à l'affût, à quelques mètres dans un buisson. L'instant d'après, il n'y avait plus rien. L'image de la bête du Vaccarès s'imposait à moi. Elle nous épiait peut-être. Et ça n'était pas suffisant pour m'arracher au bonheur d'être dans les bras de Lilian. À la fin de l'après-midi, nous avions rempli 4 sacs bien tassés, contenant le mélange d'algues et de cendres de salicorne. Lilian les perça en haut, au col, et fit passer une corde de chanvre au travers de ceux-ci, puis les stocka dans la carate. Il en attacha un en dessous de la barque, en prévoyant une petite ouverture qui laisserait échapper dans l'eau le mélange. Nous espérions qu'avec le courant, une petite quantité serait libérée et se déposerait au fil de l'eau, au fond du fleuve, au fur et à mesure de la remonte. La question était de savoir sur quelle distance ces 4 sacs se videraient. Nous savions que nous n'arriverions pas jusqu'à Lyon avec si peu. Le procédé donnait quelques résultats. Nous pourrions alors l'améliorer et recommencer par la suite sur des portions du fleuve qui n'en auraient pas bénéficié. Nous étions allés au bout de notre mission secrète pour amorcer la sauvegarde du Rhône. Et si infime fût-elle, notre part accomplie me remplissait de joie, comme si l'univers en dépendait, et qu'il avait regardé réaliser cette tâche presque sacrée. Quant à la présence de la bête du Vaccarès, je crois qu'elle avait compris que je ne resterais pas avec elle, comme je m'y étais engagée dans un moment d'égarement. Il devait se sentir trahi par ma promesse qu'il considérait comme éternelle, bien qu'à peine murmurée dans le trouble des sens. Pourtant, j'avais le sentiment qu'il ne s'en prendrait pas à moi, l'être aimé. Et en tout cas, pas ici, pas maintenant. Mais Lilian... Je décidai d'évacuer ces idées sombres et de profiter de ces quelques heures seules avec lui.
Le soir tombait tout juste lorsque nous vîmes pointer les premiers chevaux de l'attelage. Nous élâmes Nimbus, assez contents de nous avoir retrouvés à l'heure dite au bord du fleuve. Nous prîmes part à la remonte avec les attelages. Mais au bout d'un moment, n'en pouvant plus de tirer sur la corde, je fus autorisé, compte tenu de mon faible apport musculaire à la remonte, à aller me reposer dans mon hamac. Je m'endormis comme une souche, mais j'eus à nouveau un rêve horrible. Je me baignais, nu, dans l'étang du Vaccarès. La bête était sur le sable, juste derrière moi. Un sentiment de compassion infinie m'étreignait, car je l'entendais lécher ses plaies sur tout le corps, enfin apaisé de ne plus être seul. Tout à coup, Lilian apparut de l'autre côté de la rive, tendant sa main pour me sortir de l'eau. La bête, en me voyant rejoindre Lilian, poussa depuis le bord un hurlement déchirant qui me glaça le sang. Lilian tendait toujours ma main pendant que j'avançais vers lui, ralenti par l'eau jusqu'aux genoux. La bête furieuse se dressa et s'élança vers moi dans un élan désespéré. Je sentais que ma vie allait basculer si la bête me rattrapait, mais je n'arrivais pas à saisir la main de Lilian, pourtant si proche. La bête parvint à ma hauteur, mais ne s'arrêta pas, poursuivit sa course et attrapa le bras de Lilian, me tirant violemment dans l'eau. Un combat très inégal s'ensuivit. Les coups portés par Lilian semblaient dérisoires, inoffensifs, comme au ralenti. Alors que la bête, mue par une férocité inouïe, commençait à mordre et à dépecer le pauvre corps de Lilian mourant. La bête se retourna alors vers moi, la bouche ensanglantée de la chair de Lilian, comme je l'avais vue pour celle du cheval, et me cria à la face, m'implorant et m'injuriant tout à la fois. Je n'étais plus seul. Un instant de bonheur avec toi. Mais tu m'as trahi. Tu as choisi. Son destin en pâtira. Levant à bout de bras le corps inanimé de Lilian, la bête s'écria dans un sanglot rageur. Tu le perdras. Je me réveillai en transe. Je me levai d'un bond et passant la tête au-dessus du bord, je cherchais Lilian désespérément. Il tirait sur le câble, suant sang et eau, comme tous les autres ainsi que les chevaux. Cette vision rassurante de l'équipage en plein labeur me ramena à cette merveilleuse réalité de l'instant. Lilian allait bien, étant simplement occupé à bien faire son métier. Une joie immense m'envahit, éloignant du même coup cette vision cauchemardesque de la bête emplie de désespoir et de fureur meurtrière.